Le régime de Vichy aura vécu dans l'obsession du complot judéo-maçonnique, cette alliance fantasmée de juifs et de francs-maçons qui aurait vampirisé la France et qui, selon les idéologues du régime, aurait conduit le pays au précipice de 1940. Du reste, une des premières mesures que le gouvernement du maréchal Pétain, dès le mois d'août 1940, c'est-à-dire avant même qu'il soit question de collaboration, va prendre, c'est l'interdiction des sociétés secrètes. La traque des francs-maçons et la déportation, nous raconte Emmanuel Pierrat, frappe plusieurs milliers d'entre eux, dont la plupart ont déjà été désignés comme juifs, syndicalistes, etc. Plusieurs centaines de maçons mourront en raison de leur seule appartenance à une loge. Dans l'idée d'éradiquer le prétendu complot judéo-maçonnique, on se lance donc à la chasse de quelques personnalités symboliques, et l'on peut dire qu'un homme comme Pierre Masse, qui est juif, avocat, sénateur de gauche, va devenir une cible toute désignée. Je m'empresse de préciser qu'en 1940, Pierre Masse fait partie de l'immense majorité des Français qui croient en Pétain, qui lui font confiance, vous allez le voir. Précisons d'emblée que Masse s'est battu pour la France en 14-18 et que sa famille a toujours aimé le pays. Mais vu de Vichy, un avocat juif est forcément un franc-maçon et donc un ennemi de la patrie. On va essayer de faire un peu mieux connaissance avec ce monsieur. Pierre Masse était né le 13 décembre 1879. Il est né en Dordogne, à Ribérac, dans une famille juive qui avait quitté l'Alsace après la débâcle de 1870 et qui a voulu rester française en dépit de l'annexion allemande de l'Alsace en 1871. Dans la famille Masse, on peut dire qu'on est juriste de père en fils. Le père a été président de la chambre de la cour d'appel de Besançon. Le grand-père a été bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg. Et donc Pierre, après des études au lycée de Besançon, va tout naturellement fréquenter la faculté de droit de Montpellier, dont il sort lauréat, s'il vous plaît. Son choix est fait, il veut être avocat. À 20 ans, il prête serment, il commence une première carrière d'avocat. En 1906, il devient docteur en droit de la faculté de Paris avec une thèse sur le droit moral de l'auteur, sur son œuvre littéraire et artistique. Ça vous donne déjà une idée du domaine dans lequel il va exercer son incroyable talent. Il est du reste premier secrétaire de la conférence des avocats la même année. Il commence à fréquenter un salon qu'anime Geneviève Halévy. Geneviève Halévy, c'est la veuve du compositeur Georges Bizet. On trouve là un peu ce qu'on pourrait déjà appeler le tout Paris culturel et politique. On voit se présenter dans le salon de Madame Halévy quelqu'un comme le peintre Degas. Il y a bien sûr des princes, toute l'aristocratie française. Marcel Proust. On y rencontre aussi Léon Blum et inutile de vous dire que le salon est littéralement tapissé de francs-maçons. À la même période, Masse fait son entrée en politique au Parti radical, donc à gauche. Il devient conseiller général de Lunas dans l'Hérault, une petite ville dont l'un de ses grands-pères avait été le maire. Et quelques mois plus tard, en 14, il est député de l'Hérault. Il ne va pas rester très longtemps au Palais Bourbon puisque je vous dis qu'on est en 1914. Il doit partir pour le front. Il est incorporé au 36e régiment d'infanterie avec le grade de capitaine. Il entre en Belgique en août 14. Il est blessé plusieurs fois au cours des combats et avec son régiment, il va passer 6 mois entiers dans des bois humides où le creusement des tranchées est très difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de ténacité et de courage. Il va d'ailleurs recevoir la Croix de guerre et la Légion d'honneur, mais aussi 2 citations pour actes de courage exceptionnels. Vous voyez à qui l'on a affaire. Or, cette guerre, évidemment, est terrible. Vous connaissez tout ce qu'on a pu dire sur la Grande Guerre. On va y revenir très bientôt à propos du centenaire de la bataille de Verdun, évidemment. Son frère, qui est sous-lieutenant au 36e RI, est tué à Douaumont en avril 1916. En septembre 17, Paul Painlevé appelle Pierre Masse dans son nouveau gouvernement. Il est à ce moment-là sous-secrétaire d'État à la guerre et il siège donc au comité de guerre aux côtés de celui qui est à cette époque le héros de Verdun, c'est-à-dire Philippe Pétain. Il ne va rester que 2 mois au gouvernement, mais ça lui laisse assez de temps pour mettre sur pied un régime de pension et pour signer l'ordre d'exécution de la célèbre espionne Mata Hari. Et oui, c'est Pierre Masse qui a signé cet ordre-là. En 1919, il abandonne son mandat de député pour redevenir avocat. Grand orateur, c'est un avocat d'assises. On le voit défendre aussi bien André Citroën que Sacha Guitry. Il a en charge des affaires compliquées, dont la plus sulfureuse est l'affaire de l'aéropostale au début des années 30, un des grands scandales politico-financiers de l'époque. Maurice Ribet, qui était bâtonnier, écrit en 47 « Masse est une admirable figure du barreau, avocat solide comme sa stature,
clair comme son regard, équilibré et pondéré comme sa démarche. Ses confrères, amicaux ou déférents, à mon avis, ils sont souvent déférents, s'inclinaient devant cette autorité morale, devant cette puissante intelligence que n'embarrassait aucune difficulté et qui savait résoudre les problèmes juridiques les plus délicats avec une désinvolte facilité. La presse judiciaire est très élogieuse à l'égard de Pierre Masse, qui est, il faut le dire, un des piliers de la vie culturelle de son temps. Et dans ses plaidoiries, on le voit parler de la vie littéraire, de la vie théâtrale, etc. De quoi intéresser les jurés, bien entendu. Sa renommée lui vaut d'être une des célébrités du tout Paris de l'époque. On le voit beaucoup dans les salons. Et tout ça, bien entendu, ça va finir par le désigner comme une sorte de responsable et pour certains, comme une cible. Un extrait de la flûte enchantée de Mozart à l'instant sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand a décidé de vous parler des francs-maçons sous l'occupation et en particulier de Pierre Masse. La suite du portrait de cet homme, c'est dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les francs-maçons sous l'occupation, c'est le thème de l'émission que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand. Alors nous faisons connaissance avec une personnalité, juif, avocat et sénateur de gauche, Pierre Masse. Et voici maintenant son retour sur la scène politique. Quand Pierre Masse revient en politique en 1938, il a près de 60 ans. Il est élu sénateur de l'Hérault sous l'étiquette radical indépendant et au Sénat, il adhère au groupe important de la gauche démocratique. Arrive la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Son gendre et son neveu sont tués au feu en mai 1940. Un de ses 3 fils, Jacques, est fait prisonnier en juin. C'est la débâcle, c'est l'invasion de la France. Pierre Masse va faire partie des 569 parlementaires qui votent en juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et il le fait sans véritable résignation. On peut dire que Masse a confiance en Pétain, qu'il a donc connu pendant la Première Guerre mondiale. À la même période, évidemment, l'Allemagne était chez elle en France. Les nazis prennent le contrôle des sièges des différentes obédiences maçonniques de la capitale. On va y revenir dans un instant, bien sûr, avec Emmanuel Pierrat. Une annexe du service de sécurité de la Gestapo s'installe rue Cadet, où avaient l'habitude de se réunir quelques semaines plus tôt encore de très nombreuses loges du Grand Orient de France. Très vite, les relations de Pierre Masse avec le nouveau régime se dégradent. Le 17 juillet 40, la loi stipule que nul ne peut être employé dans les administrations de l'État s'il ne possède pas la nationalité française à titre originaire comme étant né de père français. Moins d'un mois plus tard, le 13 août 40, une loi interdit les sociétés secrètes. Donc ça, c'est la loi anti-maçonnique, si vous voulez. Le décret du 19 août cite plus précisément le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. Une exposition anti-maçonnique intitulée « La franc-maçonnerie dévoilée » se déroule au Petit Palais en octobre et en novembre. Une exposition gratuite, évidemment, où Pierre Masse aurait dû figurer. L'exposition ensuite est présentée en province, puis à Berlin. Au même moment, le 3 octobre, la loi sur le statut des Juifs est promulguée et un décret chasse de l'armée les officiers d'origine juive. Pierre Masse est choqué de tout ça, bien entendu. Il va envoyer une première lettre de protestation au maréchal Pétain et je vous la lis, cette lettre. Monsieur le maréchal, j'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serai obligé de me faire dire si je dois aller retirer leur galon à mon frère, sous-lieutenant du 36e régiment d'infanterie tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre, sous-lieutenant du 14e régiment de dragons tué en Belgique en mai 40, à mon neveu, lieutenant au 3e colonial tué à Rethel en mai 1940. Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire, gagnée à Neuville-Saint-Vaast, avec laquelle je l'ai enseveli ? Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpins, blessé à Soupir en juin 40, peut-il conserver son galon ? 4 mois plus tard, février 1941, Pierre Masse reçoit une circulaire qui demande à tout sénateur de faire savoir s'il est de famille juive. Voilà la réponse du gouvernement de Vichy. Et de nouveau, Masse va s'adresser personnellement au maréchal Pétain, sur un ton certes respectueux mais ferme. Monsieur le maréchal, il n'y a pas de juifs au Sénat. Ne font partie de cette assemblée que des citoyens français, quelle que soit leur religion, élus par un collège électoral français, conformément à une constitution qui n'a pas été abrogée sur ce point.
J'ai décidé cependant de répondre par déférence pour le gouvernement dont vous êtes le chef. Je n'accepte pas d'être traité en français de la 2e catégorie. Croyez que je regrette, en m'adressant à vous, d'avoir à m'exprimer avec cette fermeté. Je n'oublie pas la déférence que je vous dois, ni que j'ai eu l'honneur de siéger avec vous au comité de guerre en 1917. Pierre Masse aurait pu aller s'installer en zone libre dans l'Hérault, évidemment. C'est là d'ailleurs que se trouve l'un de ses fils, Philippe. Mais contre l'avis de ses amis, il décide de rester à Paris. Il ne va pas se montrer très discret, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut vous dire qu'il est l'avocat d'un certain nombre de figures très ciblées maintenant. Il est notamment l'avocat de l'auteur dramatique Henri Bernstein, qui à l'époque est exilé en Amérique et qui est diffamé pour ses origines juives par le directeur du journal antisémite et collaborationniste Je suis partout. Pierre Masse finit par être radié de l'ordre des avocats en juillet 1941 et à la même période, une loi contre les francs-maçons, une loi tout aussi restrictive que celle en vigueur contre les juifs, est votée. Les noms des anciens dignitaires des sociétés secrètes dissoutes seront publiés au journal officiel et l'accès à l'exercice de nombreuses fonctions et mandats leur sont purement et simplement interdits. Arrive le 21 août 1941, Pierre Masse est chez lui, dans son appartement de l'avenue Hoche, on est dans le 8e arrondissement de Paris, tout près des Champs-Élysées. Il est accompagné de son épouse, il n'est pas tranquille, il sait qu'il peut être arrêté à tout moment, d'autant que depuis la veille, une grande rafle est menée dans Paris, vous le savez, une opération conjointe des militaires allemands et de la police française malheureusement. Soudain, on frappe à la porte de l'appartement, Pierre Masse ouvre. C'est la police, bien entendu, et c'est la police qui est venue là pour l'arrêter. Il va faire partie des 4232 juifs arrêtés entre les 20 et 22 août à Paris. Masse n'est pas le seul avocat arrêté, ils sont 40 en tout. Et 6 sont comme lui des ténors du barreau. Il s'agit de Théodore Valenzy, de Maurice Azoulay, d'Albert Hulmeau, de Gaston Crémieux, d'Édouard Bloch et de Jean Veil. Les avocats sont arrêtés car considérés comme ayant une part importante de responsabilité dans la campagne de sabotage actuellement entreprise. On est là dans une phraséologie, évidemment, que l'on a appris à connaître. Le destin, le parcours et la vie de Pierre Masse pour cette émission aujourd'hui consacrée aux francs-maçons sous l'occupation. Voilà ce que vous propose Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr, comme tous les jours, réagir à cette émission, nous envoyer vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous avons découvert le parcours personnel et politique de Pierre Masse et nous avons surtout découvert il y a un instant sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, que le 21 août 1941, Pierre Masse est arrêté chez lui par la police. Voici ce que nous raconte Emmanuel Pierrat. Alors que la plupart des victimes de la rafle, rassemblées place Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris, sont conduites à Drancy en autobus, Pierre Masse y est emmené dans une voiture de la préfecture de police comme si les autorités allemandes ne voulaient pas que son esprit de justice, que sa révolte contamine les autres prisonniers. Et oui, on est en présence non seulement d'un grand tribun, mais d'une véritable conscience, d'une haute figure qui serait capable, évidemment, d'instiller un sentiment de révolte chez tous ceux qui viennent d'être arrêtés. Il y a 4000 prisonniers à l'époque au camp de Drancy. Et c'est donc celui qui vient d'être arrêté n'est pas seulement un avocat, c'est un sénateur, un ancien secrétaire d'État, un officier de la Légion d'honneur, mais qui maintenant n'est plus considéré que comme un juif parmi les autres. Le bâtonnier Charpentier, qui est un ami de longue date, vient lui rendre visite. Je demandais Pierre Masse, pendant que je l'attendais devant une cloison où pendaient des nerfs de bœuf et des menottes, des hurlements éclatèrent, et je vis passer un gendarme qui empoignait un détenu par le cou et le rouait de coups. Pierre Masse me fit monter dans la chambre où étaient parqués nos confrères. La plupart n'avaient pas eu de paillasse. Son arrestation, son internement, tout ça évidemment fait les gros titres de la presse collaborationniste. Voici ce que nous dit Paris Soir, le vendredi 12 septembre 1941. Je les ai vus, ces juifs millionnaires, ex-célébrités du barreau parisien, internés dans un camp proche de notre capitale. Les 7 visages des ténors du barreau sont affichés. Il y a bien entendu celui de Pierre Masse en bas à droite.
Une exposition est organisée au même moment à Paris, au Palais Berlitz. Cette exposition, vous en avez sans doute entendu parler, elle s'appelle « Le Juif et la France ». Pierre Masse partage l'affiche avec le célèbre avocat franc-maçon Henri Torres sous le titre « Protecteur du crime ». Et la légende affirme, je cite, « Ces Juifs avaient transformé la noble profession d'avocat en un infâme commerce ». Le 13 décembre 1941, Pierre Masse est transféré de Drancy à Compiègne avec d'autres personnalités juives. Ils sont transférés au camp de Royalieu. Il retrouve là son frère Roger, arrêté quelques jours plus tôt, et avec qui il est autorisé à partager la même cellule. Celle d'à côté est occupée par René Blum, qui est le frère de Léon Blum. Le 14 décembre, donc le lendemain, Pierre Masse adresse une lettre au bâtonnier. « Monsieur le bâtonnier, je vais probablement mourir. Je suis venu ici comme avocat. Je mourrai, j'espère dignement, pour ma patrie, ma foi et mon ordre. Dites à mes confrères que je les remercie des honneurs qui ont accompagné ma vie professionnelle. Je vous recommande mon fils. Je finirai en soldat de la France et du droit que j'ai toujours été, bien vôtre, en toute amitié et déférent respect. » Voilà une lettre qui évidemment est terrible. Terrible dans sa politesse et dans sa droiture. Avec son frère Roger et avec René Blum, ils se réunissent souvent, ils deviennent pour les autres prisonniers un peu un réconfort. Ils organisent même un tribunal informel qui juge les manquements aux règles en vigueur dans le camp. Les prisonniers apportent leurs petits conflits et 2 avocats plaident. Pierre Masse, lui, ne fait pas office d'avocat, là, il fait office de juge. En mars 1942, de nouveau, il est transféré à Drancy et cette fois il craque. Mon frère est colonel d'artillerie. Nous avons eu un autre frère tué en 14-18. Et maintenant, nous sommes enchaînés par des Français, clame-t-il. Ses amis décident alors de créer un plan qui permette l'ouverture d'une information judiciaire contre Pierre Masse et de faire traîner l'instruction. Le but, c'est d'attendre cette libération qu'on commence maintenant à espérer. On est quand même, évidemment, qu'au milieu de l'année 1942. Pierre Masse est incarcéré à la prison de la Santé, mais un non-lieu est requis et il va donc retourner à Drancy le 16 septembre 42. 15 jours plus tard, le 30 septembre, Pierre Masse monte dans un des wagons du convoi numéro 39 à destination d'Auschwitz. Son nom figure sur la liste 4 en 10e et dernière position. Dans la même liste se trouve le père du chanteur Jean Ferrat, qui s'appelle Mnacha Tenenbaum. Il n'y aura aucun survivant dans ce convoi d'Auschwitz. Robert Badinter, en 2009, dira, lors d'un long discours en hommage à Pierre Masse, il dira « Il avait 62 ans. Je pense à la sélection sur le quai, à l'arrivée. Que valait dans un camp d'extermination un vieil avocat juif, sinon son poids de cendre ?» Le nom de Pierre Masse figure sur le mur des noms du mémorial de la Shoah à Paris et un timbre lui a été consacré dans la série des héros de la résistance en 1960. Pourtant, dans la hiérarchie maçonnique, puisque c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, Pierre Masse occupe une place tout à fait à part. Je dirais même qu'il occupe une place un peu fantomatique. Je cite Emmanuel Pierrat. « Il n'a sans doute jamais été initié, mais il peut porter le titre de maçon sans tablier que les frères accordent aux authentiques humanistes qui, par les hasards de la vie et de l'histoire, souvent enfants de francs-maçons tels Victor Hugo, ne sont jamais entrés en loge. » Bonjour Emmanuel Pierrat, merci beaucoup d'être avec nous pour parler non seulement de ceux qui mériteraient d'être francs-maçons, mais de tous ceux qui l'ont été pendant cette période très dure pour eux de l'occupation. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, nous avons fait connaissance il y a quelques minutes avec Pierre Masse. Vous avez décidé, Franck Ferrand, de consacrer l'émission aux francs-maçons sous l'occupation et vous recevez Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain et conservateur du musée du barreau de Paris. Et je reconnais que c'est un choix curieux que nous avons fait d'évoquer le destin si terrible et tragique de Pierre Masse, puisque finalement il n'était pas lui-même vraiment franc-maçon, mais vous avez fait le même choix que nous, si je puis dire, ou en tout cas vous l'avez fait avant nous, Emmanuel Pierrat, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il est maçon sans tablier, comme vous dites. Oui, parce qu'en plus, d'abord par les valeurs qu'il porte, évidemment, qui sont l'humanisme, la tolérance, des valeurs universelles qui sont celles, en quelque sorte, de la République
en théorie, et qui sont celles de la franc-maçonnerie. Et puis aussi, il y a un grand parallélisme qui est fait et qui explique, on va dire, la proximité entre les destins tragiques. L'oppression de Vichy et du régime allemand est telle que les lois sont quasiment les mêmes. Oui, il y a une forme de parallélisme en quelque sorte. C'est intéressant de le voir à travers le destin d'un homme comme celui-là, du reste. Voilà, c'est-à-dire qu'on poursuit, on érige un système dans lequel on va considérer, comme vous le dites pendant le récit, qu'il y a des Français de seconde catégorie, ou d'une catégorie qui ne sont pas français d'ailleurs, qui seront à la fois les juifs et les francs-maçons, dans le complot judéo-maçonnique. Voilà, c'est ça. Alors il faut qu'on revienne sur cette notion, elle est centrale, elle gouverne, si je puis dire, l'ensemble de cette question, c'est celle du complot judéo-maçonnique, grande idée du régime de Vichy, qui était une idée qui vivait depuis longtemps déjà d'ailleurs. C'est une idée qui naît au 19e siècle et qui part d'une fausse idée ou d'une fausse interprétation de la Révolution française. Une grande partie des royalistes du 19e siècle reconstruisent l'histoire et des catholiques en pensant, notamment l'abbé Baruel, qui est une sorte d'intégriste du catholicisme, pense que les francs-maçons étaient à la manœuvre majoritairement dans la Révolution, ce qui est faux parce qu'ils étaient répartis, on va dire, dans les deux camps, un peu comme beaucoup de Français, et on en a trouvé de chaque côté. Mais peu importe pour l'abbé Baruel qui va considérer que le Grand Orient de France a mené la Révolution française et donc la France à sa perte. C'est donc le parti de l'anti-France. Et puis on va considérer que globalement tous ceux qui ne sont pas vraiment français, c'est la thèse aussi de Charles Maurras et de l'Action française, de considérer que les Juifs ne sont pas des vrais Français, malgré leur permanence sur le territoire français. Et malgré le sang versé, comme l'écrit Masse dans sa lettre au bâtonnier. Pour son père à 14-18, bien sûr. Et donc on va faire une sorte d'amalgame de ces gens que l'on pense n'être pas tout à fait français ou lutter pour un parti cosmopolite mondial qui viserait à renverser l'ordre établi pour avoir une mainmise. Cette espèce de folie, elle va monter au fur et à mesure aussi de scandales, d'affaires, dans lesquels on va trouver ou un non-juif ou un non-franc-maçon, et on va tirer une conclusion hâtive aidée par des faux. Le protocole des sages de Sion, faux et archi-faux, monté de toutes pièces qui rapporte un supposé complot judéo-maçonnique. Une imposture totale, mais qui va lancer véritablement un déchaînement de haine dans les années 30, conduisant à l'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des hauts responsables de la Troisième République, y compris d'ailleurs dans les rangs de l'armée, dans les rangs d'armée un peu moins, mais en tout cas la plupart des responsables sont des francs-maçons. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a dans l'état-major même un certain nombre. Ce n'est pas le cas du maréchal Pétain lui-même. Non, qui pensera pendant longtemps, de façon fausse, mais peu importe, c'est important, que sa carrière militaire a été entravée par la franc-maçonnerie parce qu'il n'a pas été initié. Et donc il en tirera en permanence une sorte de devise interne qu'il rendra publique en 40, qui est qu'un juif ne peut pas être responsable de sa naissance, sous-entendu il est quand même coupable, et un franc-maçon l'est toujours de ses choix. Et donc il l'est doublement coupable. Quant à un juif franc-maçon, il y en a eu beaucoup de déportés, alors là ils sont triplement en quelque sorte coupables. Est-ce que le cabinet du maréchal Pétain, ou au-delà, est-ce que le gouvernement de Vichy comptait un certain nombre de francs-maçons ? Il comptait des francs-maçons. Il y a eu des traîtres à leur serment d'appartenance à la franc-maçonnerie, aux valeurs humanistes, ils sont infimes, mais ils existent. Sur les 100 000 francs-maçons français il y a 100 000 à peu près en 1940. En 1940. 64 000 seront fichés et interrogés par la police, radiés pour bon nombre de la fonction publique, 3 000 radiations, 1000 morts. Donc plusieurs centaines de déportés, les autres fusillés, certains se suicideront pour éviter les séances de torture, d'autres mourront comme résistants. Pardon de prendre le sujet à l'envers, si je puis dire, mais et quelques renégats. Et donc quelques-uns qui n'échappent pas en quelque sorte à cette emprise, mais qui choisissent de faire partie de cette araignée ou de cette pieuvre qui va s'emparer comme ça des syndicalistes, des francs-maçons et des juifs. Parmi ceux-ci, je fais le portrait de 2 d'entre eux, et qui pour des raisons assez diverses, mais qui se retrouveront souvent, choisissent de pactiser avec Vichy. L'un est Jean Mamy, qui est un cinéaste qui, par carriérisme, pense pouvoir enfin réaliser son chef-d'œuvre de film. Paul Riche, en fait. Paul Riche, son vrai nom, ça sera Forces occultes, le grand film de propagande antimaçonnique diffusé en 1943 sur les écrans de toute la France. Et puis Jean-Marc Esriver, dont je dresse le portrait, qui lui est un déçu de la franc-maçonnerie,
qui a cru y trouver des pouvoirs occultes, qui croit beaucoup à l'ésotérisme, qui est relié aux Tibétains, comme d'ailleurs Hitler avait des tentations. Il avait envoyé des dignitaires voir les grands lamas tibétains, pensant qu'on avait une sorte de pouvoir extraordinaire qui existait, notamment chez des Aryens. Et donc, ces esprits dérangés ont quitté la maçonnerie pour ensuite aller vendre en quelque sorte leurs secrets aux hommes de Vichy et à la police. Alors chez Pétain, on se doute bien qu'on est catholique d'abord, si je puis dire, et on sait qu'il y a effectivement une forte aversion pour la franc-maçonnerie, mais chez Hitler, c'est presque plus étonnant, car il y a la passion des nazis pour toutes ces sociétés secrètes, etc. Il y a la passion pour les sociétés secrètes, pour la société de Thulé, c'est-à-dire un idéal en quelque sorte d'élite, et puis il y a en même temps des discours dans lesquels il faut désigner un coupable. Les Juifs ont été désignés très très tôt dans l'idée hitlérienne de ce que peut être le nazisme, comme étant responsables en quelque sorte, et puis il faudra trouver au fur et à mesure, je pense, d'autres coupables. Les francs-maçons sont tous trouvés, il y a des partisans acharnés dans le parti hitlérien, de l'antimaçonnisme. Göring, notamment, décide en 1941 que ça sera le principal axe de politique ou de propagande. Donc on s'est déjà occupé des Juifs, on est en train de les martyriser, et on passe à une deuxième phase de la population en quelque sorte. Donc on expédiera dans les camps politiques les maçons qui ne sont pas juifs, on expédiera dans les camps de la mort et de l'extermination les maçons qui ont le malheur d'avoir cette double appartenance. Il y a parmi les plus hauts dignitaires du Reich, donc des gens qui ont une attitude ambiguë, disons. Pour ce qui est de l'ambassadeur du Reich en France, Otto Abetz, le fameux Otto Abetz, lui-même est un peu partagé. Lui-même est très partagé. Otto Abetz, il est effectivement l'ambassadeur du Reich en France, à Paris, et il a connu beaucoup de maçons parce qu'il aime la vie intellectuelle. Il y a eu beaucoup d'écrits sur Otto Abetz. Il bénéficiera d'une certaine tolérance à la sortie de la guerre. Il ne sera pas condamné à mort, il sera condamné à de longues années de prison, mais il ne sera pas, comme certains, à Nuremberg, condamné en quelque sorte à la peine capitale. Il a de la sympathie pour les intellectuels et la culture, et il s'avère que parmi les intellectuels et les gens de culture, il y a bon nombre de maçons. Donc il a une sympathie intellectuelle, on va dire, pour cette catégorie de personnes. Il n'a pas de croyance dans ce que porte la franc-maçonnerie, mais il sera beaucoup plus sur la réserve. Je n'ai pas dit que ça en faisait un honnête homme et un humaniste, mais il sera en retrait par rapport à certains des nazis et par rapport à beaucoup de collabos français. Alors ceux qui en France sont les grands ennemis de la franc-maçonnerie, est-ce qu'on peut en faire une sorte de galerie de portraits qui sont les... Bon, il y en a une petite série, il y en a 3 ou 4 on va dire, qu'on peut considérer comme que je mets en portrait dans mon livre pour mieux décrire en quelque sorte des mouvements d'idées ou des grands, malheureusement des grands malheurs. On peut parler de Bernard Faye qui est le directeur de la Bibliothèque nationale. Très intéressant lui. Personnage très intéressant qui voue... C'est le patron de la Bibliothèque nationale quand même. C'est le patron de la Bibliothèque nationale. Il dirige dès les années 30 une collection qui s'appelle Documents maçonniques, d'écrits totalement farfelus, si on les prend du point de vue de l'historien que vous êtes, Franck Ferrand, totalement farfelus, dans lesquels on réinvente l'histoire de France à l'aune de la maçonnerie. Donc chaque fois qu'un méfait est arrivé, chaque fois quelque chose que Bernard Faye considère comme problématique est arrivé, il l'attribue aux francs-maçons. Par exemple, il y a le duc de Montmorency-Luxembourg, grand maître du Grand Orient de France au moment de la Révolution française, qui quittera la France le 15 juillet 1789, autant dire... Comme beaucoup d'autres, ce n'est pas un grand républicain, c'est plutôt un royaliste très les émigrés, Ce sont les émigrés. Et le Bernard Faye, dans sa collection de documents maçonniques, fait écrire une biographie dans laquelle... Montmorency-Luxembourg devient, par miracle, un révolutionnaire absolument impitoyable, alors que vraiment il s'enfuit dès la prise de la Bastille. Donc c'est un travestissement de l'histoire absolument abominable. Il y aura... J'ai découvert à cette occasion, c'est un aspect que je n'avais pas du tout compris, que ceux qui regrettent la Révolution française, ils sont nombreux, ils sont particulièrement nombreux dans les rangs du régime de Vichy. Les personnes qui ont été élevées dans un certain esprit royaliste de la fin du 19e siècle, etc., sont particulièrement prompt à condamner la franc-maçonnerie qui à l'époque est vraiment considérée comme l'ennemi de la royauté en quelque sorte. C'est le cas de Henri de Moulin de la Barthète par exemple. Qui évidemment est au cabinet de Pétain, qui est un grand catholique entre guillemets, effectivement un monarchiste qui continuera d'ailleurs à avoir les mêmes convictions. À la sortie de la guerre, il écrira un livre qui s'appelle Le Temps des illusions, dans lequel il raconte cette croyance. C'est le directeur du cabinet civil et il est chargé de l'épuration de la fonction publique. Un des grands axes de la politique antimaçonnique, c'est, vous l'avez raconté
raconté tout à l'heure, c'est d'abord d'envoyer effectivement des hommes dans les sièges des obédiences, fouiller dans les fichiers, saisir les archives au Grand Orient, rue Cadet dans le 9e arrondissement, à Paris. Mettre au grand jour ce qui ne devrait pas s'y trouver, plutôt à la Grande Loge de France, au droit humain dans le 13e arrondissement, dans les loges de province, mettre au jour et puis sortir les noms. Et on va aller radier de la fonction publique les instituteurs qu'on va aller chercher dans les villages, les fonctionnaires qu'on va aller chercher comme ça et traîner sur la place publique pour les radier et les démettre. Georges Dumézil, célèbre professeur au Collège de France, sera radié parce qu'il appartenait à la franc-maçonnerie et il sera radié comme beaucoup d'autres. C'est la grande obsession de Moulin de la Barthète qui vraiment pense qu'il faut épurer la fonction publique. De la même façon qu'on l'épurera de tout juif. Voici qu'on le fera d'ailleurs aussi au barreau de Paris. Alors je me rappelle de conversations qui me ramènent des années en arrière à propos de Pierre Laval. On me disait, alors vous tranchez la question, que Pierre Laval était franc-maçon justement. Oui, Pierre Laval aurait été initié. La difficulté, c'est la date et le lieu précis. Ces archives, parce que nous avons un souci. Pierre Laval fait partie de ces personnages qui ne montreront pas la même vindicte que le maréchal Pétain, qui est vraiment les hommes de Pétain. Pétain et ses hommes sont véritablement à la manœuvre anti-maçonnique et croient absolument à cette bipolarité, le complot judéo-maçonnique. Pierre Laval sera plus mesuré, si je puis me permettre cette expression, quand même avec beaucoup de guillemets. La difficulté, c'est que les archives de la maçonnerie française, elles sont donc pillées et elles sont traitées. Elles sont traitées d'une part en cherchant des noms et d'autre part, elles sont envoyées pour partie à l'école supérieure de Francfort où est l'Institut d'études juives. Donc on pense que vraiment le complot judéo-maçonnique, c'est une collusion voulue, politique. Voilà. Donc c'est envoyé là à Francfort pour être examiné entre guillemets de bonne foi là pour le coup. De bonne foi par des experts ou des supposés experts qui vont se mettre à piocher dedans. Et puis une partie de ces archives sera embarquée ensuite à Berlin, sera saisie par l'armée rouge en 1945 lors de la libération en quelque sorte de l'Allemagne nazie et emportée par les Russes à Moscou. Et elles ne seront rendues à la France. Ces archives qui racontent l'histoire de la maçonnerie en Europe, en France, en Belgique, en Europe continentale de 1723, création de la maçonnerie à 1939, elles ne seront rendues qu'il y a quelques années à peine. Les minutes passent, Emmanuel Pierrat, et je me rends compte que nous ne parlons que de figures négatives du point de vue de la franc-maçonnerie. Il serait peut-être temps de venir un certain nombre de héros. Ils sont là, ils nous attendent dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Alle Süd der Liebe Freuden schnäbelt, ständet, herzet, küsst. Und ich soll die Liebe meinen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, Les francs-maçons sous l'occupation, c'est le nom de l'émission, mais c'est aussi le nom du livre écrit par Emmanuel Pierrat. Entre résistance et collaboration, paru chez Albin Michel, est sorti il y a quelques jours. Et vous recevez Emmanuel Pierrat, Franck Ferrand. Alors je crois que la collaboration, on a bien compris, Anissa. Maintenant, la résistance quand même. Qui sont ces francs-maçons résistants ? Vous en avez mis quelques-uns en exergue, il y en aurait beaucoup à citer, bien sûr. Il y en aurait beaucoup à citer, parce qu'ils là, pour le coup, ils sont surreprésentés, les francs-maçons, dans la résistance. En raison de leurs valeurs, dont on parlait tout à l'heure, l'humanisme, la tolérance, ils ne peuvent que détester ce que propose le régime collaborationniste et celui d'Hitler, et puis aussi parce que leur façon de travailler, l'habitude du secret, de la confidentialité, des réunions discrètes, etc., va permettre finalement de constituer des réseaux d'autant plus efficaces. Les grandes figures, on les connaît, 2 d'entre elles sont rentrées au Panthéon l'année dernière. Ce sont Pierre Brossolette et Jean Zay, notamment, qui font partie des grands héros. On avait consacré une émission à Jean Zay, d'ailleurs, ici. Qui mériterait qu'on y consacre encore plein d'émissions, mais on ne va pas lui refaire maintenant totalement une nouvelle. On vient de parler de Pierre Masse, autre membre du gouvernement. Voilà. En tout cas, donc, Jean Zay et Pierre Brossolette seront tous les deux, on va dire, de grands hommes et surtout de membres, en quelque sorte, des réseaux. Surtout Brossolette, qui sera le véritable successeur de Jean Moulin. Il est initié, Brossolette, à la Grande Loge de France. Il a un grand parcours politique et de la même façon que Jean Moulin a été aidé beaucoup par les réseaux maçonniques, on le sait aujourd'hui, les réseaux de la résistance, il y a des arbitrages à faire que doit faire Jean Moulin entre les uns et les autres, notamment communistes, maçons, gaullistes. Tout le monde ne s'aime pas au début, mais il faut bien se rendre compte qu'il existe des réseaux entièrement maçonniques, Patriam Recuperare, et puis des réseaux paramaçonniques très 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 portés par les francs-maçons, celui du Musée de l'Homme, très célèbre, qui notamment va se servir en partie des collections d'ethnologie pour financer la résistance et le lutte
la lutte contre les nazis. Breuer Brossolette le rejoint en tant que franc-maçon. Il n'a pas grand-chose à voir avec technologie en tant que telle, et ça sera un des formidables réseaux, un des plus grands noyaux en quelque sorte de héros. Le dernier chapitre de votre ouvrage, vous le consacrez à un personnage que je ne connaissais quasiment pas, c'est Paul Anson. Vous lui tressez des lauriers en quelque sorte à Paul Anson. Il va jusqu'au bout de ses convictions. C'est un franc-maçon belge. Il est de Liège. Il est arrêté. Il est déporté au nord de l'Allemagne dans le deuxième camp ouvert par Hitler, qui est consacré depuis 1933 aux prisonniers politiques. Il est là avec des communistes. Il est avec des syndicalistes. Il est avec des maçons, s'aperçoit-il au bout d'un certain temps. Et il décide, dans l'atelier où il travaille tous les jours, encadré par des religieuses catholiques, il travaille sous la houlette et la tutelle des nonnes, et surtout sous la tutelle des soldats allemands. Oui, ça bien sûr. Et dans un camp où on finit par mourir assez rapidement, il décide de repérer des maçons et de reconstituer une loge. Il crée une loge qui s'appellera Liberté Chérie, avec 6 autres maçons, et ils iront jusqu'au bout de la démarche en allant initier un de leurs codétenus qu'ils pensent pouvoir porter les mêmes valeurs qu'eux, vouloir rester un homme, vouloir rester digne, se battre pour les autres, se battre pour l'humanisme. Ils vont procéder à cette initiation. Anson, je ne sais pas comment on prononce, il décédera juste à la libération. Les bombardements alliés de la libération de son camp vont le tuer. Il restera des survivants de cette loge Liberté Chérie qui ont raconté à la sortie ce qui s'est passé, qui ont témoigné de la constitution de cette loge et de cette initiation. La grande leçon qui en sera tirée politiquement en France, c'est le Parti communiste qui la tirera, parce que là où la cellule s'est détruite à l'épreuve de la camp de concentration, des camps de la mort, de la déportation, la loge a parfois résisté, mieux, elle s'est créée, et le Parti communiste français lèvera l'interdiction d'appartenir à la franc-maçonnerie pour ses membres. Il y a un anathème de la double appartenance, ce qu'on appelle comme ça. Donc on ne peut pas être communiste et franc-maçon jusqu'en 1940, on peut l'être à partir de 1945. C'est une des conséquences des nombreuses conséquences de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. De cette vision extraordinaire qu'ont eu des hommes qui combattaient, qui croyaient combattre tous pour la liberté, et qui s'aperçoivent que certaines structures ont mieux résisté que d'autres. Quelques questions qui me viennent à l'esprit et que vous clarifiez dans cet ouvrage, Les francs-maçons sous l'occupation, publié chez Albin Michel et Manuel Pirat. D'abord, la question de la partie liée des francs-maçons avec la Troisième République, bien entendu, puisque lorsque cette Troisième République s'effondre en 1940, lorsque la classe politique, presque comme un seul homme, pas tout à fait, certes, va voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, elle est, cette Troisième République, réputée être une république maçonnique. On se rend compte que c'est un peu moins vrai que ce qu'on a dit. Ça l'a été sans doute dans les années 1900, ça l'est beaucoup moins dans les années 1930. Ça l'est déjà moins dans les années 1930, c'est vrai. Le gouvernement, néanmoins, du Front populaire comportera bon nombre de francs-maçons. Et puis, il y a des événements qui mettent en lumière, en quelque sorte, l'appartenance des hommes politiques, ou d'un grand nombre d'hommes politiques à la maçonnerie, avec des degrés variés. L'affaire Stavisky, en 1934, servira ou desservira beaucoup les maçons, servira au complot judéo-maçonnique. On s'apercevra qu'effectivement, il y a des maçons mêlés dans cette affaire. Des affairistes, quoi. Des affairistes. Et il y en a malheureusement partout, mais donc leur appartenance fait que lors des émeutes qui ont lieu à la suite donc des incidents donc du 6 février 1934, il y a plusieurs blessés, milliers de blessés place de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Il y aura une vingtaine de morts. Il y aura des émeutes importantes au Palais de Justice également, où on affiche sur les morts du Palais de Justice les noms des maçons qu'il faut chasser du gouvernement et du barreau. On marque Paul Boncourt, on marque Fro, on marque tout un tas de noms et on fait des listes comme ça. Donc les noms des maçons apparaîtront. La fièvre du 6 février. La fièvre du 6 février. Et révélera en quelque sorte l'appartenance de certains hommes politiques à la franc-maçonnerie. Sans qu'il y ait de malversation nécessairement, mais la simple appartenance devient suspecte en tant que telle. Vous nous disiez tout à l'heure environ 100 000 francs-maçons en France, dont 64 000 fichés, répertoriés. Combien y en a-t-il aujourd'hui par rapport à cette époque du milieu du XXe siècle ? Il y a à peu près 320 000, 330 000 maçons en France, dont 170 000 actifs. C'est-à-dire qu'on reste maçon à partir du moment où on a été initié toute sa vie. Entre 2 et 3 fois plus. À moins de démissionner ou de renoncer à son appartenance. Mais donc on considère qu'il y en a 2 à 3 fois plus. Il faut bien comprendre aussi que 100 000 avant la guerre, à peine quelques milliers
à la sortie en 1945. Et un état des lieux désastreux, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie a été ravagée par ces années d'occupation. Elle évidemment. a été ravagée, l'oppression a été extrêmement forte. La franc-maçonnerie a toujours vécu, avec son histoire, en dents de scie. Elle a vécu des moments, non pas de grande communion avec le pouvoir, mais des moments où le pouvoir, on va dire, était plus bienveillant. Napoléon a été le grand protecteur de la franc-maçonnerie, comme vous le savez bien, Franck Ferrand. Et puis, il y a eu néanmoins la Restauration, qui juste suit et qui pense que parce que les maçons ont été aimés par Napoléon, alors ils porteront la notion du bonapartisme et donc par conséquent ils deviennent suspects. Et immédiatement, le nouveau pouvoir pensera qu'il faut les chasser et les brimer. Les maçons en garderont donc, cultiveront ce secret qu'on leur reproche, ils l'utiliseront pour continuer à se réunir. Ils se réunissent notamment à l'arrière-salle des tavernes en créant une loge simplement par le fait d'être assis les uns autour des autres et de dessiner à la craie par terre sur le sol, le parquet de ces auberges, ce qu'on appelle un tableau de loge, donc quelques symboles qui permettent de constituer un temple comme ça, ex nihilo. On peut le faire dehors, on peut le faire à beaucoup d'endroits. Et cette technique, donc, elle est rodée. Les maçons se méfient beaucoup. La sortie de la guerre de 1945 leur a donner raison dans cette méfiance. Les désastres sont extrêmement nombreux. 6 millions de morts chez les Juifs, 1 million de morts juste du seul fait d'être franc-maçon, c'est-à-dire sans être parti dans les camps à titre du syndicalisme ou du judaïsme. Ça l'a fait énormément de dégâts. La maçonnerie se refermera sur elle-même. Le Grand Orient, à Paris, rue Cadet, construira une nouvelle façade à son immeuble historique qui était celui du Prince Murat, donc construit, érigé pour la maçonnerie en grande partie au 19e siècle, et elle dressera une sorte de grand barrage métallique en encorbellement qui descend sur la rue. Elle demandera à un architecte de barrage de bien vouloir construire cet ouvrage. Le symbole est très fort. Donc il y a un traumatisme et le secret sera aussi fort que pour les rescapés juifs des camps qui pendant très longtemps porteront un tatouage avec un numéro et ne parleront pas, ni à leurs proches, ni même à leurs enfants, de ce qui s'est passé et de l'horreur qu'ils ont traversée. Et en même temps, est-ce que le secret n'est pas... Alors nous avons déjà eu l'occasion de parler de cela ensemble, et je me rappelle la réponse que vous m'aviez faite, mais tous les auditeurs n'étaient pas forcément là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de consubstantiellement secret dans l'idée même de la franc-maçonnerie? Est-ce que les francs-maçons ne sont pas quelque part condamnés au secret? Est-ce que ça n'est pas leur propre façon d'être? Le sont. C'est plus une société discrète qu'une société secrète aujourd'hui. Mais il faut aussi comprendre que le secret, en réalité, il existe d'une certaine façon plus tellement. Il existe dans le fort intérieur de chaque maçon. Casanova, qui était un grand maçon, l'a écrit très bien dans ses mémoires en disant que finalement déjà au XVIIIe siècle, tout était publié. On pouvait lire les rituels, on pouvait savoir ce qui se passait dans les loges, comment on devenait maçon, comment on initiait, les cérémonies, etc. Mais que jamais personne ne pourrait ressentir ce que l'on ressent quand on est soi-même initié. Et que donc le secret de la maçonnerie, il résidait dans cette impression, ce vécu, cette façon de travailler les uns avec les autres envers l'humanité. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat d'être venu nous parler de cette époque. On aurait pu évidemment développer certains aspects, et notamment la conclusion finale, c'est que, et je vous cite, page 356, la propagande vichiste, dites-vous, aura réussi l'un de ses buts, entourer cette organisation d'une aura sulfureuse, inspirer à son égard la méfiance, une méfiance durable. Personne ou presque ne s'affichera désormais plus comme franc-maçon. C'est donc globalement un succès pour, au-delà même du régime de Vichy, tous ceux qui voulaient en quelque sorte culpabiliser la maçonnerie. De la même façon que beaucoup de juifs français feront ce qu'on appelle la francisation des noms, c'est-à-dire qu'on transformera de Isaac en Jacques, de peur que l'oppression et le malheur ne retombent, et qu'ils reviennent juifs, francs-maçons ou juifs et francs-maçons. Tout le monde ressort totalement traumatisé de ce que la République a pu commettre en votant notamment les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, au Grand Orient, à la Grande Loge ou ailleurs, il y a une inquiétude sur ce qui pourrait advenir à l'avenir Il y a une inquiétude. Sur Internet résonnent des échos complotistes de la même engeance, dans lesquels, alors ce ne sont plus les maçons au sens où on l'entend nécessairement aujourd'hui, mais ce sont les Illuminati qui ont été, c'est vrai, une branche de la maçonnerie au XVIIIe siècle, très minoritaire, et on parle d'une renaissance des Illuminati, alors totalement imaginaire, je peux vous le dire, mais fantasmatique, mais il n'y a rien de plus beau pour un complot, et imaginer un complot contre, on va dire, la survie du monde que par un ennemi imaginaire. Donc, à la fois les Juifs sont désignés, d'autres communautés, d'autres formes d'appartenance, etc., sont désignés aux côtés des Illuminati et des maçons. C'est le grand retour du complot antimaçonnique. Entre résistance et collaboration, les francs-maçons sous l'occupation d'Emmanuel Pierrat, c'est publié chez Albin Michel.